Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un véritable monument de la chanson française et de la poésie aussi d'ailleurs, Georges Brassens. Un artiste qui vraiment toute sa vie a fait de l'anticonformisme et de la liberté ses grands combats, avec pour seules armes une guitare et des mots d'une justesse redoutable. Pour vraiment cerner le personnage de Brassens, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de l'écouter. Et cette citation, elle est juste essentielle. Elle nous met tout de suite face au grand paradoxe de l'homme. D'un côté, il est célébré comme un poète majeur du XXe siècle, et de l'autre, lui, il se voyait avec une humilité presque provocatrice. Il se compare à Verlaine, mais pas pour se mettre en valeur, non, au contraire, pour bien montrer à quel point il se sentait loin de ce statut. C'est vraiment la clé pour commencer à comprendre l'homme qui se cachait derrière le mythe. Il se voyait donc comme ça, comme un simple artisan des mots, un type qui assemblait méticuleusement des rimes, des mélodies. Mais son œuvre, évidemment, a complètement dépassé ce cadre qu'il voulait si modeste pour toucher à l'universel. Alors la question c'est comment ce fils de maçon, né à des kilomètres des cercles littéraires de Paris, est-il devenu cette icône, une icône qui nous parle encore aujourd'hui? C'est ce parcours qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence par le début. Tout part de Sète, dans le sud de la France. Un port méditerranéen, une ambiance très populaire et une famille, on va le voir, assez singulière. Tout ça, ça va forger en profondeur son caractère et sa vision du monde. Ce qui est absolument fascinant dans son enfance, c'est le choc des idéologies, mais au cœur même de son foyer. Imaginez un peu. D'un côté, sa mère, Elvira, d'origine italienne, une catholique d'une ferveur immense. De l'autre, son père, Jean-Louis, maçon, libre penseur et anticlérical jusqu'au bout des ongles. On pourrait penser que c'était un conflit de tous les instants, mais non. Leur grande intelligence, ça a été de trouver un terrain d'entente, la musique. Chez les Brassens, on chantait tout le temps. Des airs populaires, des romances. C'est dans ce bain musical et au milieu de ces idées si opposées que le jeune Georges a appris à penser par lui-même, à faire sa propre synthèse. À l'école, on ne peut pas dire que Georges soit un élève modèle. Pas du tout. On le décrit comme un rêveur, pas vraiment intéressé par la discipline scolaire. Sa mère, qui espérait de meilleurs résultats, va même jusqu'à lui refuser les cours de musique qu'il demandait. Et pourtant, un homme va absolument tout changer. Et cet homme, c'est Alphonse Bonafé, son prof de français en troisième. Bonafé, lui, y voit le potentiel derrière l'élève un peu distrait. Il ne se contente pas de faire son cours, il lui ouvre les portes d'un monde, celui de la poésie. Villon, Verlaine, et surtout, il lui apprend les règles, la technique, l'art de la rime. Cette phrase de Brassens, elle dit tout de l'impact incroyable de cette rencontre. Le quelque chose de grand s'est ouvert à lui. Ça y est, sa vocation était née. Bon, l'adolescence, c'est aussi l'âge des bêtises. L'expression faire les 400 coups, elle lui va comme un gant à cette période. Avec sa bande de copains, il se lance dans une série de petits vols pour se faire un peu d'argent de poche. Forcément, l'aventure finit par mal tourner et il se fait arrêter. Dans une petite ville comme Sète, à l'époque, c'est un scandale. La honte pour lui et pour toute sa famille. Mais le moment le plus important de toute cette histoire, c'est la réaction de son père. Quand Jean-Louis vient le chercher au commissariat, il n'y a pas de cris, pas de reproches, pas de violence, rien. Juste un silence plein de compréhension. Et il paye la caution sans un seul mot de jugement. Cet acte de grâce, ça va marquer Georges pour la vie. Comme il le dit ici, c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il doit devenir digne de ce père, qu'il doit conquérir sa propre estime. C'est une leçon fondamentale sur le pardon et l'anti-autoritarisme qui va infuser toute son œuvre. Après ça, sa réputation à Sète est un peu fichue. Il réussit à convaincre ses parents de le laisser monter à Paris pour tenter sa chance. C'est le début d'une nouvelle vie. Une vie d'autodidacte, des années de galère, de privation, mais aussi les années où son génie va vraiment éclore. Il arrive donc à Paris en 1940, en pleine occupation. Il est logé chez une tante, il bosse un peu chez Renaud, mais en fait, il passe le plus clair de son temps à la bibliothèque à dévorer les poètes. En 1943, il est réquisitionné pour le service du travail obligatoire, le fameux STO, et envoyé en Allemagne. Mais un an plus tard, il profite d'une permission pour ne jamais y retourner. Il déserte et devient clandestin. Et c'est là qu'une autre femme providentielle entre en scène, Jeanne Planche. C'est une couturière, elle a 30 ans de plus que lui, et elle accepte de le cacher chez elle, dans sa petite maison du 9, impasse Florimond. Il pensait y rester quelques semaines, juste le temps que la guerre se termine. Il y passera 22 ans. L'impasse Florimond, il faut bien s'imaginer, c'est le dénuement total. Pas de courante, pas de gaz, pas d'électricité. Mais pour Brassens, c'est un paradis, un havre de paix et de liberté. Cette citation est tellement révélatrice. Son mépris du confort matériel, il est né là. Dans cette pauvreté qu'il a choisie, il est totalement libre. Il se lève avec le soleil, il écrit, il compose, il lit.
C'est sans doute sa période la plus créative, la plus fertile. Après la guerre, il s'engage. Il est très proche des milieux anarchistes et entre 1946 et 1947, il collabore au journal Le Libertaire. Sous différents pseudos, il publie des chroniques d'une virulence incroyable. Et en fait, ce sont déjà les fondations de ses futures chansons. Sa haine de l'autorité, de l'armée, de l'Église, de la justice, tout est déjà là. C'est aussi à cette époque qu'il fait la rencontre de sa vie, Johannis Aiman, une réfugiée estonienne qu'il va surnommer Püppchen, ce qui veut dire petite poupée en allemand. Leur histoire d'amour est à l'image de l'homme, complètement hors norme. Ils vont s'aimer d'un amour fou pendant plus de 30 ans, mais sans jamais se marier et sans jamais vivre ensemble. Chacun chez soi pour préserver leur liberté. Et c'est à elle qu'il dédiera en secret ses plus belles chansons d'amour. Pendant toutes ces années dans l'ombre, Brassens a écrit des dizaines et des dizaines de chansons. Mais il ne s'imagine pas une seconde les chanter lui-même. Il est paralysé par un trac maladif. C'est le destin, et surtout une femme, qui vont en décider autrement. Après plusieurs essais ratés, il est vraiment sur le point de tout laisser tomber. Mais en 1952, des amis lui arrangent une audition dans le cabaret de la chanteuse Patachou. Et là, c'est le coup de foudre artistique, immédiat. Elle est subjuguée par la qualité des textes. Elle prend ses chansons dans son répertoire et surtout, elle le force, littéralement, à monter sur scène. C'est elle aussi qui va appeler le plus grand producteur de l'époque, Jacques Canetti. Il lui fait signer un contrat. Et voilà, la carrière de Brassens s'est lancée. Le succès est fulgurant, et le scandale aussi. Une de ses toutes premières chansons, Le Gorille, cette fable assez grinçante contre la peine de mort, est immédiatement interdite d'antenne sur les radios d'État. Pour l'époque, se moquer aussi crûment d'un juge, c'était tout simplement inacceptable. Mais cette censure, loin de le fragiliser, va au contraire forger son image, sa mauvaise réputation et le consacrer comme un artiste subversif. Cette phrase de l'écrivain René Fallet, parue dans Le Canard enchaîné, est magnifique. Elle capture parfaitement l'essence de la voix de Brassens. Ce n'est pas une belle voix au sens classique. C'est une voix qui porte un message. Le drapeau noir de l'anarchie, la robe qui sèche au soleil de la vie simple, et bien sûr le coup de poing sur le képi, symbole de son côté anti-flic, anti-autorité. Cet article, d'ailleurs, marquera le début d'une amitié indéfectible entre les deux hommes. Les années qui suivent, ce sont les années de la gloire. Brassens enchaîne les disques d'or, les concerts à guichet fermé, mais l'homme, lui, ne change pas d'un millimètre. Il reste fidèle à ses principes de jeunesse, coûte que coûte. La consécration ultime, elle arrive en 1967. L'Académie française, quand même, le bastion du classicisme, de l'ordre établi, lui décerne son grand prix de poésie. L'ironie est délicieuse. L'institution reconnaît officiellement que la chanson populaire, écrite par un anarchiste, est une forme majeure de la poésie française. Fidèle à lui-même, Brassens déclara qu'il ne mérite pas cet honneur. Ce qui est remarquable avec Brassens, c'est qu'il n'a jamais choisi la facilité. Prenez 1965 par exemple. La même année, il sort Les copains d'abord, qui devient un hymne national à l'amitié, un succès incroyable. Et en même temps, il sort Les deux oncles, une chanson antimilitariste d'une complexité folle. En renvoyant deux ados, l'oncle anglais et l'oncle allemand, il refuse le manichéisme de la guerre. Et il écorne le mythe d'une France qui aurait été unanimement résistante. Ça lui a valu de vives critiques, mais ça lui est égal. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à être juste. Parce qu'au fond, toute sa vie et toute son œuvre reposent sur les mêmes valeurs, les mêmes piliers. On peut les résumer assez simplement. L'amitié, qu'il a élevée au rang de religion, un anarchisme viscéral, centré sur la liberté de l'individu face à tous les pouvoirs, un détachement complet face à la célébrité et à l'argent, qu'il voyait comme des prisons, et enfin, une fidélité à toute épreuve, en amitié comme en amour. Dans les années 70, il commence à ralentir. Sa santé est de plus en plus fragile. Il donne son tout dernier concert à Bobino en 1977. Puis la maladie gagne du terrain. Il s'éteint le 29 octobre 1981. Il n'avait que 60 ans. Et comme il l'avait demandé dans sa fameuse supplique pour être enterré à la plage de Sète, il est inhumé dans sa ville natale, au cimetière Le Py, juste en face de cette Méditerranée qui avait bercé toute son enfance. Pour finir, la question reste entière. Dans notre monde qui bouge tout le temps, pourquoi la voix de Brassens résonne-t-elle encore si fort ? Peut-être tout simplement parce que les combats qu'il a menés et les valeurs qu'il a défendues, la liberté de l'individu face au dogme, la chaleur de l'amitié face à la solitude, l'amour sincère face aux conventions, eh bien ces combats et ces valeurs sont intemporels et que personne ne les a jamais chantés avec autant d'intelligence, d'humour et d'humanité.